Ces dernières semaines, des informations spectaculaires ont circulé autour d'un développement inédit de l'armée de l'air algérienne. Tout a commencé avec des fuites ukrainiennes publiées sur un site militaire affirmant que des documents de la société russe Rostec révélaient un contrat exceptionnel avec l'Algérie. 6 chasseurs furtifs, Su-57 et 14 bombardiers modernes, Su-34. Cette nouvelle a provoqué un véritable séisme médiatique et militaire, car si elle se confirme, l'Algérie deviendrait le premier pays arabe et africain à entrer dans le cercle fermé de la 5e génération de chasseurs, domaine réservé jusqu'ici à quelques puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. Mais ce n'est pas tout. En mars et avril 2025, des images satellites ont montré clairement l'arrivée de chasseurs Su-35S dans une base aérienne algérienne. Ces appareils appartiennent à la génération 4++, réputée pour leur manœuvrabilité exceptionnelle et leur radar capable de détecter des cibles à plus de 400 km. Selon plusieurs rapports, l'Algérie aurait commandé jusqu'à 24 Su-35 livrés progressivement depuis l'usine d'Irkoutsk en Russie, transportés par de gigantesques avions cargo Antonov. Tout cela montre une chose, l'Algérie suit une stratégie progressive et calculée pour moderniser sa puissance aérienne. Des Su-30, colonne vertébrale actuelle de son aviation, au Su-35 plus avancé et enfin au Su-57 furtif. Chaque étape prépare la suivante, assurant la formation des pilotes et l'intégration des nouvelles technologies. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des avions, mais d'envoyer un message clair. Techniquement, ces appareils permettent de contrôler l'espace aérien, de suivre plusieurs cibles simultanément et d'intervenir sur un rayon qui va de la Méditerranée jusqu'au Sahel. Stratégiquement, cette montée en puissance garantit à l'Algérie un pouvoir de dissuasion crédible et surtout une indépendance totale dans ses décisions militaires et politiques. Ce choix s'inscrit dans une continuité historique. Depuis le traité d'amitié et de coopération signé avec la Russie en 2001, les relations militaires entre Alger et Moscou n'ont cessé de se renforcer, avec des accords majeurs en 2006 puis en 2019. En parallèle, l'Algérie a toujours diversifié ses sources, Russie, Chine, Europe. L'objectif reste le même depuis 1962, bâtir une défense nationale souveraine à l'abri de toute pression extérieure. Aujourd'hui, avec les Su-35 et les possibles Su-57, le message est limpide. L'Algérie ne cherche pas la confrontation, mais elle veut garantir la paix par la force. Ce n'est pas une course aux armements, c'est un choix stratégique. En définitive, cette histoire de chasseurs russes n'est pas qu'une transaction militaire. C'est un nouveau chapitre de la marche de l'Algérie vers la pleine souveraineté, car celui qui domine le ciel détient la décision. Assez sensible, la modernisation de l'armée de l'air algérienne. On parle beaucoup des chasseurs russes Su-35 qui sont arrivés, et puis ces rumeurs insistantes sur le Su-57, l'avion furtif. Forcément, ça interroge. Oui, ça interroge beaucoup, et la lecture qu'on en fait souvent, c'est celle d'une démarche logique pour Alger, affirmer sa souveraineté dans les airs, construire une dissuasion qui tienne la route. Tout ça avec l'appui historique de Moscou, même si on évoque un peu une diversification des fournisseurs. Exactement. L'idée dominante, c'est que ce serait un choix stratégique, réfléchi, pas une course aux armements comme on pourrait le croire vite fait. Mais bon, est-ce que c'est si simple que ça ? Souveraineté, dissuasion. Les mots sont forts, c'est vrai. Presque une formule magique. Mais justement, est-ce qu'en se focalisant là-dessus, sur ce discours officiel, on ne passe pas à côté de quelque chose de plus complexe ? C'est tout le sujet. Cette insistance sur Moscou, même si on dit vouloir diversifier, est-ce que ça ne cache pas d'autres calculs, d'autres dynamiques ? Et cette phrase « ce n'est pas une course aux armements », comment elle est entendue à Rabat, par exemple, ou même à Paris, à Washington ? Est-ce qu'ils achètent vraiment l'idée d'un choix purement défensif ? J'en doute un peu. C'est là que ça coince, oui. Parce que présenter ça comme une simple suite logique de l'histoire ou l'application du concept un peu abstrait de paix par la force, ça masque les tensions actuelles, les vraies tensions sur le terrain. Exactement, il faut regarder ce qui se passe concrètement. Cette montée en puissance, elle ne vient pas de nulle part. Elle est présentée, en tout cas, comme une réponse à des défis très présents, très brûlants. L'instabilité au Sahel, qui déborde au sud. Le chaos en Libye,
à l'est. Et bien sûr, la rivalité historique structurante avec le Maroc à l'ouest. C'est dans ce contexte régional explosif que ces avions sont censés... Trouver leur sens, leur utilité. C'est ça. C'est pas juste une histoire de prestige ou de catalogue. Donc, au lieu de parler de dissuasion comme ça, dans l'absolu, il faudrait regarder l'impact concret sur l'équilibre régional, voir comment ça bouge les lignes. Précisément. Prenons le Maghreb, c'est l'évidence même. L'arrivée des Su-35 et puis cette perspective des Su-57, même si elle reste floue. Forcément, ça change la donne face au Maroc. Bah oui, eux aussi modernisent leur flotte, avec les F-16 Viper. Donc, parler de souveraineté algérienne sans analyser comment le Maroc perçoit ça, comment il ajuste sa propre défense, c'est voir qu'une partie de l'histoire. Et cette idée de souveraineté totale, ça tient la route quand on est aussi dépendant d'un seul fournisseur, la Russie, pour le matériel le plus pointu? Très bonne question, surtout maintenant, avec les sanctions contre Moscou, les pressions américaines via le CATSA, ces lois qui ciblent justement les clients de l'armement russe. Ça crée une fragilité, non? Potentiellement, oui, une vulnérabilité. Sans même parler du coût, on parle de sommes colossales. Et des arbitrages budgétaires que ça implique en Algérie. Quels autres secteurs en pâtissent? L'économie, le social, c'est une dimension qu'on oublie souvent. Tout à fait. Ça nuance quand même pas mal l'image d'une décision purement stratégique, vue de l'extérieur. C'est intéressant, oui. Et si on regarde comment l'histoire est racontée, le timing des annonces, des fuites, il y a comme une mise en scène, non? On peut le voir comme ça. Il y a une chronologie. D'abord, les rumeurs sur le Su-57 qui ont fait beaucoup de bruit, un séisme médiatique, disait-on. Puis la confirmation plus sobre des livraisons de Su-35. Sans oublier le travail de fond fait par les Su-30, qui sont là depuis longtemps et forment l'ossature de la flotte. Tout ça mène, en théorie, à cette grande vision stratégique dont on parlait. Oui, sur le papier, ça semble cohérent, une montée en gamme. Mais ce qui me frappe, c'est souvent le décalage. Le décalage entre quoi et quoi ? Entre l'annonce d'une nouvelle capacité comme le Su-57 potentiel et l'analyse de ce que ça change vraiment, concrètement, sur le plan stratégique. On parle de séisme, mais on attend souvent la fin pour dire, et de manière assez vague. Comment ça reconfigure les rapports de force, ou comment c'est perçu par les voisins ou les grandes puissances ? Exactement, c'est un peu comme si on décrivait un outil hyper sophistiqué sans expliquer tout de suite à quoi il va servir de dangereux ou d'utile. L'enjeu se perd un peu. C'est vrai. Et puis, il y a cette histoire des fuites sur le Su-57, qui viendrait d'Ukraine. On le note, comme ça, un peu en passant. Mais est-ce que c'est anodin, dans le contexte actuel de guerre de l'information ? Justement, qui sert cette fuite ? Kiev pour alerter sur ce que la Russie vend, Moscou pour faire une démonstration de force indirecte, ou même Alger, involontairement parce que ça gonfle sa réputation militaire. Ne pas creuser ça, c'est peut-être passer à côté d'une manipulation. Tout à fait. On reste un peu à la surface. Donc ce que tu suggères, c'est que l'analyse devrait être plus réactive, lier chaque étape, chaque nouvel avion à ses conséquences immédiates. Absolument. Pour que ça ait plus de force, plus de pertinence. Prenons les Su-35. Leur arrivée est actée, ok. Mais tout de suite, on devrait se demander comment le Maroc réagit. Qu'est-ce que ça change pour la France, l'Espagne, l'Italie, en Méditerranée occidentale ? Et pour les opérations au Sahel, ça change quoi ? Des questions concrètes qui donnent du poids à l'info elle-même. Voilà. Ça ancre l'acquisition dans la réalité stratégique immédiate. Et pour le Su-57, même si c'est encore de la spéculation... Pareil. Et peut-être même encore plus important vu l'incertitude. Au lieu de juste s'extasier sur la technologie furtive. Et il faut tout de suite mettre en balance les obstacles. Exactement. Les obstacles politiques, la menace des sanctions américaines, CATSA, c'est pas rien. Ça peut bloquer l'affaire. Les obstacles techniques et financiers aussi, j'imagine ? Bien sûr, le coût exorbitant. L'intégration dans la flotte existante, c'est un casse-tête. Former les pilotes, les techniciens, c'est un défi énorme. En liant la capacité annoncée à tous ces défis, on a une image bien plus réaliste. Et le timing ? Pourquoi maintenant cette accélération ? Question cruciale. Est-ce une réponse à une menace perçue comme plus forte ? Est-ce lié à la situation interne en Algérie, une volonté de montrer les muscles après le Irak, une opportunité offerte par la Russie ? Il faut relier ce pourquoi maintenant aux crises régionales, le Sahel, la Libye. Absolument. Sinon, on reste dans le catalogue technique, on ne fait pas de la géopolitique. Ce qui nous ramène à la posture d'Alger, cette image qu'il projette. Une démarche réfléchie, défensive, la fameuse paix par la force.
Le refus de la course aux armements, de l'hégémonie. Et on met en avant le transfert de technologie, l'adaptation aux besoins locaux, surtout si le Su-57 se confirme. Une image de contrôle, de rationalité. C'est une image très travaillée, c'est certain, et elle correspond sans doute à ce qu'Alger pense ou veut montrer. La logique interne se tient, mais là encore. On risque de prendre ça pour argent comptant. Oui, si on ne confronte pas cette image aux regards extérieurs, aux réalités du terrain, ce discours de paix par la force, comment il est reçu par ceux qui se sentent visés justement? Et les doutes qui existent, par exemple sur la confirmation réelle de la commande des Su-57, on les mentionne parfois mais on passe vite. Et si c'était de l'intox? Partiel, exagéré? Qui manipule qui? On ne va pas assez loin dans cette interrogation. Et le transfert de technologie promis? C'est un bel objectif sur le papier, mais les défis pour des systèmes aussi complexes, Su-35 et encore plus Su-57, sont gigantesques. On parle de 4e génération plus, de 5e génération. L'histoire récente est pleine de promesses de transfert qui se révèlent très limitées ou très coûteuses. Passer ça sous silence, c'est donner une vision incomplète. Voilà, on idéalise un peu. Alors, quels seraient les principaux angles morts si on reste trop collé au discours officiel algérien? Comment une analyse plus critique pourrait éclairer les choses? Je vois plusieurs points. D'abord, il faut questionner cette dépendance massive envers la Russie. Surtout aujourd'hui, où Moscou est sous pression, cherche des alliés, des devises. Ça crée une vulnérabilité si les relations se tendent ou si la Russie s'affaiblit? Exactement. Quid des livraisons, de la maintenance, des pièces détachées, des mises à niveau? C'est un risque stratégique majeur. Deuxièmement, la perception externe. Comment c'est vu à Bruxelles, à l'OTAN, dans les capitales européennes en Méditerranée? Est-ce qu'ils voient ça comme une simple dissuasion pacifique ou comme une affirmation de puissance qui les oblige à réagir? Il faut analyser ça. Ignorer cette perception, c'est manquer une partie de l'équation. Et au-delà des perceptions, il y a les défis très concrets, sur le terrain. Oui. Troisièmement, les défis opérationnels et financiers réels. Intégrer et maintenir une flotte aussi hétéroclite, Su-30, Su-35, peut-être Su-57, c'est incroyablement complexe et coûteux. Infrastructure, logistique, formation des pilotes, des techniciens. Et les coûts sur toute la durée de vie des appareils, surtout si l'économie algérienne n'est pas au mieux. Et ce fameux transfert de technologie russe, il faut le regarder de près. C'est quoi concrètement? Assemblage local, maintenance de base ou une vraie autonomie? L'expérience d'autres pays comme l'Inde avec ses Su-30 montre qu'il faut être prudent. Et revenir sur l'origine des infos, comme les fuites ukrainiennes. Oui, absolument. Creuser, resser, à qui profitent vraiment ces fuites? Servent-elles d'autres agendas, peut-être celui de Kiev pour discréditer l'armement russe ou faire pression sur ses clients? Ça ajoute une couche d'analyse critique sur les données mêmes qu'on utilise. Donc si on devait résumer les points essentiels pour comprendre vraiment cette modernisation militaire algérienne, ce serait quoi? Je dirais 3 axes pour aller plus loin que le discours de façade. Premièrement, nuancer fortement les motivations officielles de souveraineté et de dissuasion. Il faut les confronter aux réalités régionales, Maroc, Sahel, aux contraintes internes, économie, dépendance techno, et aux perceptions externes. Sortir du narratif algérien. D'accord. Deuxièmement, reconnecter immédiatement chaque acquisition, les Su-35, les rumeurs Su-57, à ses conséquences stratégiques possibles et aux réactions internationales probables. Ne pas séparer l'arme de son usage potentiel et de sa perception. Rendre l'analyse dynamique et surtout questionner la source et la fiabilité des infos. ces fameuses fuites, par exemple. Tout à fait. Et troisièmement, et c'est crucial, équilibrer le tableau en intégrant les risques et les défis qui sont souvent oubliés. La dépendance envers Moscou, les coûts énormes, les obstacles opérationnels, la réalité des transferts de technologie. Exactement. Et prendre en compte les perspectives critiques externes, celles de l'OTAN, des voisins qui ne voient peut-être pas ça du même œil qu'Alger. C'est cette mise en tension entre le discours, les capacités réelles, les contraintes et les perceptions qui donne une analyse profonde. En somme, il faut regarder derrière le miroir que tend Alger. Essayer de saisir la complexité des choix, des ambitions, mais aussi des paris risqués qui se jouent là-bas, dans le ciel algérien. C'est ça, une partie dont les enjeux clairement dépassent les seules frontières de l'Algérie.